Bonjour, je suis Sylvain du Bureau national e-twinning. La formation d'aujourd'hui porte sur les applications numériques au service des projets e-twinning. Une ambassadrice est intervenante dans cette formation. Nassera Dabi, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Nassera Dabi, je suis professeure d'espagnol en collège et lycée et donc je suis également ambassadrice à l'Académie de Versailles. Je vais vous présenter un certain nombre d'outils euh, qui vont apparaître. Alors je vais commencer par présenter Prezi, Genially, Mindmap et enfin Google Forms. Alors Prezi, qu'est-ce que c'est? Prezi nous permet de réaliser des présentations dynamiques, captivantes, passionnantes, vivantes, intrigantes. Ça s'apparente un peu au PowerPoint, mais disons que c'est plus vivant, plus dynamique. Alors, je vous ai préparé, mes élèves vous ont préparé un Prezi que je vais vous présenter tout de suite. Donc, mes élèves de troisième ont, donc, dans le cadre d'un projet e-twinning, créé ce prédit, El Trabajo Infantil en América Latina, donc en collaboration avec une école espagnole. Alors, mes élèves ont travaillé sur la situation. On peut faire des déroulés. Voilà, donc ça c'est l'introduction. Donc, ils ont travaillé de façon, donc ils ont réalisé une activité collaborative dans le sens où mes élèves ont travaillé sur la situation, ce qui se passe en Amérique latine, et donc les correspondants espagnols, eux, ont apporté des solutions. Les solutions, elles apparaissent un peu plus tard. Voilà, ici. Donc ça, c'est la part des élèves espagnols. Alors, dans ce type d'activité, c'est fort intéressant parce que c'est une réelle activité collaborative où chaque pays, ici, nous, en France et en Espagne, nos correspondants ont pu travailler de façon collaborative. Alors, peut-être rappeler ce que c'est une activité collaborative, Sylvain? Si on veut donner une petite définition d'une activité collaborative, c'est que quand on envoie des informations au partenaire, le partenaire va faire quelque chose de cette information. C'est-à-dire qu'on peut envoyer par exemple une production textuelle, un texte, le partenaire prendre ces informations de texte et va en faire une autre production. Donc là, en l'occurrence, si je comprends bien la construction de ce Prezi, une partie de ce Prezi a été fait côté français une autre partie a été faite du côté espagnol, ce qui fait qu'en fait c'est bien une activité qui a été co-construite, donc c'est de la coopération entre les deux partenaires. Elle a été co-construite par les deux partenaires. Alors, on ne va pas vous expliquer le fonctionnement du Prezi, hein, il va falloir, si vous avez des questions, bien entendu, vous pouvez les poser. Mais pour l'inscription, je vous laisse consulter le site que j'ai indiqué sur le PowerPoint que vous avez ici. Voilà, ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec Prezi et Genially, on peut s'inscrire avec notre boîte Gmail. Si vous avez une boîte Gmail, c'est bien, ça fait un compte commun. Voilà, on va pouvoir passer au Genially à présent. Sauf si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Alors, toujours dans le cadre d'activités réalisées sur la plateforme eTwinning, l'année dernière, avec mes collègues, nous avons créé un projet autour des livres. Donc, nous avons fait le tour de l'Europe en 80 livres. Et donc, je vous présente ici le projet. Je vais partager. Alors là, j'ai réussi à ouvrir le.
mon site. Donc, je vais partager l'écran. Je te Voilà. relais une question. Peut-on convertir le lien URL d'un Prezi vers un MP4? Est-ce qu'on peut en faire une vidéo? Bien sûr, mais à condition que ce soit après un montage que fait l'enseignant ou l'élève. Parce que sur le Prezi, il n'y a pas d'option pour le transformer en MP4. Ce sera donc à l'élève ou au professeur de le faire. La question, c'était aussi en fait pour éviter les soucis de connexion, c'est-à-dire est-ce qu'on peut importer sa présentation sur son ordinateur, même si c'est pas un MP4 du coup, pour ne pas être tributaire de la connexion en ligne. Alors oui, tout à fait. Justement, mes élèves ont rencontré ce problème. Je leur ai demandé alors, bien entendu, si on fait ça, si on transforme sur PDF, on perd tout ce qui est mouvement, tout ce qui est son. Si on décide de mettre du son, on perd tout. Donc effectivement, la connexion est ici importante. Alors, une précision que quelqu'un apporte, il semble que on peut enregistrer le Prezi, mais seulement dans la version payante. Oui, effectivement. Alors oui, effectivement, j'ai oublié de le préciser. Là, je suis en train de vous parler de Prezi, version gratuite, hein. De toute façon, tout ce que je vais vous présenter ici, c'est les versions gratuites. Donc, l'idée, ce serait vraiment de profiter de la version gratuite pour faire le plus de choses possible. Et bien sûr, il faut se dire que tout ce qui est outils numériques, hein, il faut que ce soit au service de la langue, hein. D'accord, toujours. Encore une question. Est-ce que les élèves doivent créer un compte Gmail pour y accéder? Comment les élèves accèdent au Prezi? Non, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un compte Gmail. J'ai par exemple un groupe d'élèves qui a créé un compte Prezi avec la Poste.net. Donc tout est possible, même avec Facebook, les réseaux sociaux, tout ça, c'est possible. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, hein, dans le prédit, c'est que effectivement, lorsque mes élèves ont travaillé en collaboration avec leurs correspondants espagnols, ils ont ajouté des collaborateurs. Donc, lorsque vous êtes sur votre compte Prezi, lorsque les élèves sont sur leur compte Prezi, ils peuvent ajouter des collaborateurs. Ici, en l'occurrence, ils peuvent vous ajouter vous, mais aussi les correspondants. Et du coup, ils peuvent travailler en simultané sur leur Prezi. Est-ce que vous voyez le Denali? Alors c'est un projet, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'est un projet que j'ai réalisé avec une collègue en Allemagne et deux collègues en Espagne. Voilà, donc ce sont les établissements qui apparaissent. Ici, le premier, c'est le mien, Collège Lycée Notre-Dame de Mantes-la-Jolie, et le reste, ce sont mes collègues de la plateforme. Alors, le projet consistait à faire le tour du monde en 80 livres. Alors, bien entendu, l'idée, c'était de découvrir à la fois la littérature en Espagne, en France et en Allemagne. Je vous présente ce qu'on a fait. Donc voilà, là, je ne sais pas si vous connaissez un peu la plateforme eTuning. Ici, c'est la partie TwinSpace. Donc, je vous laisse regarder un peu comment ça s'est présenté. Ici, nous avons Club de Lectores virtual, qui nous a permis donc d'échanger, de partager, de dialoguer, de réaliser un tas d'activités. Voilà. En fait, là, je vous le présente sous forme de prédit et il y a une partie qui a été réalisée par nous, professeurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que avec la plateforme, on peut aussi créer, nous, enseignants, des choses de façon commune. Euh, Comme par exemple ce qu'on est en train de faire actuellement, on est en train de faire une formation sur les outils. Eh bien, nous, enseignants, on peut aussi se connecter et réaliser des vidéoconférences où on va échanger des choses. Et ici, on a échangé des activités donc, sur le Gennali. C'était un peu notre feuille de route. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier trimestre.
De toute façon, je vais laisser hein, le lien, vous allez pouvoir retourner dessus sans problème. Alors, on a réalisé aussi un flip-flap book. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est donc ma collègue en Allemagne qui a initié cette activité. Alors, on s'est dit, oui, c'est intéressant de créer des activités sur la plateforme, grâce à Internet, etc. Mais on s'est dit, mais ça serait intéressant aussi d'avoir quelque chose de réel. Donc, elle a créé une espèce de livre où chacun a présenté sa ville à partir de grands écrivains, de grands auteurs. Et ça nous a permis de présenter aussi chacun notre tour nos villes respectives. Voilà, une façon de célébrer le jour du livre. Alors, on était 6 enseignants et on avait 176 élèves, hein. C'était fort riche. Voilà, et puis on termine avec une petite citation d'un auteur. Vous pourrez consulter hein, ce prédit. Voilà, alors je vais continuer, sauf si vous avez quelques questions sur le Gennali, je vais continuer avec une activité Gennali. Alors ça, c'est un autre projet, un projet sur les nouvelles technologies. Alors la partie textuelle a été entièrement rédigée par les correspondants espagnols. Donc c'était une consigne, une tâche que les élèves français devaient réaliser. Et donc, ils devaient présenter un outil pour les enseignants, pour que les enseignants soient connectés. Parce qu'ils ils estiment qu'aujourd'hui, certains enseignants ne sont pas assez connectés, n'utilisent pas assez les nouvelles technologies en classe. Donc, ils ont présenté chacun à leur tour un outil à travers le logiciel, à travers Gennali, pardon. Et donc, vous avez deux exemples de production ici. Donc, l'activité que vous avez, donc la partie textuelle, ce sont les élèves espagnols. Et ici, à côté, vous avez la production des élèves français. Alors, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que vous avez des questions? Donc là, en fait, pour bien resituer, tu nous as présenté deux outils qui peuvent être une alternative à des PowerPoint. Ce sont deux outils de présentation. PowerPoint, c'est intéressant, mais ce qui va être différent, c'est qu'avec ces deux supports, Gennali et Prezi, il y a du mouvement, on peut ajouter du son, enfin voilà, plein d'options intéressantes. Bien, si vous n'avez pas de questions, on va passer à la carte mentale. Donc j'ai choisi de présenter cette activité avec Framingmap parce que c'est entièrement gratuit et parce qu'il n'y a pas d'inscription à faire au préalable. Alors bien entendu, après, ce qu'il nous offre est assez réduit parce que si vous avez la possibilité de le faire en même temps que moi, vous pouvez donc taper Framing sur Google, vous allez voir, il apparaîtra assez rapidement. La seule difficulté, c'est que, bon, moi, pour vous présenter, par exemple, ce devoir, j'ai dû donc faire une capture d'écran et ensuite le mettre sur le PowerPoint. Parce qu'on ne peut pas enregistrer, on peut pas, il n'y a pas de compte comme pour Prezi ou Gennali. Alors, donc nos élèves, donc les élèves espagnols, ont créé cette carte mentale. Alors, je pense que vous savez tous ce que c'est une carte mentale. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser. Ça permet, la carte mentale, peut-être faire une petite pause là-dessus. La carte mentale, elle permet de collecter. Elle permet de collecter des informations. Elle permet aussi de présenter. De présenter, comme ici, hein, vous l'avez, différentes rubriques. Elle va permettre aussi aux élèves de réfléchir. Je ne sais pas, par exemple, dans le cadre d'un débat ou d'une réflexion collective autour d'une question. Ici, c'était les réseaux sociaux. Mettre en place des idées. Elle permet aussi d'organiser. Alors, je ne sais pas si vous le voyez là correctement, parce que c'est en espagnol, donc je ne sais pas
si vous comprenez l'espagnol, mais d'organiser ici les réseaux sociaux, le côté positif et puis le côté négatif. Elle permet aussi de synthétiser. On va procéder à une sélection, à une hiérarchisation des éléments. Et ce qui est très important pour nos élèves, mémoriser. Donc ici, vous avez un travail qui a été réalisé donc, par les correspondants espagnols. Donc ils nous ont créé cette carte mentale. Et à partir de cette carte mentale, mes élèves, ont créé ce support. Voilà, donc le côté positif et négatif des réseaux sociaux. Alors je vois sur la conversation que des collègues utilisent la carte mentale à partir d'autres supports. Effectivement, hein, il y a des supports bien plus intéressants que celui que je viens de vous présenter, ou dans le sens où ils offrent beaucoup d'options. Celui que je vous présente là à l'instant, que je vous ai présenté à l'instant, euh, son atout, c'est que voilà, il est facile d'accès, les élèves peuvent l'utiliser facilement. Alors, est-ce que vous avez des questions pour cette activité? Et je vois que Mireia Martin nous donne aussi donc un site Google Eat. Oui, il y a beaucoup d'applications de cartes mentales, hein. Il en existe plusieurs sont gratuites. Certaines sont gratuites pour partie, c'est-à-dire il y a une version payante et une version gratuite qui peut être utilisable, comme par exemple MindMaster, par exemple, est payant, mais il y a une partie gratuite. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les cartes mentales et qui l'utilisent pas avec leurs élèves, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que ça permet d'avoir une idée principale, donc ici que l'on va mettre au centre de sa carte mentale, et puis tout autour, on va mettre les différentes idées qui s'y rapportent. Donc les idées qui sont, en fait, on va plutôt parler de sujet principal, et chaque idée principale va être raccordée par une branche de couleurs, et vous voyez que les couleurs des branches sont différentes, et chaque couleur correspond à une idée principale différente. Les cartes mentales se lisent avec un sens. On n'est pas du tout obligé de l'utiliser, il n'y a pas forcément une lecture possible, mais ceux qui connaissent les cartes mentales vont commencer à lire la carte mentale en haut à droite. Donc, et ensuite, on va tourner ici dans le sens des aiguilles d'une montre pour lire la carte mentale. Donc ça, c'est dans le cas où effectivement on connaît ce type de règles. Ensuite, une fois qu'on a posé les idées principales, on peut rattacher des idées secondaires. C'est-à-dire, en fait, bon là, à chaque fois, on n'a qu'une idée secondaire, mais on peut avoir plusieurs branches qui vont donner autant d'idées secondaires qui se rattachent à l'idée principale. Ce qui est intéressant pour les élèves, c'est de se dire que sur ces branches, il ne va y avoir que des mots-clés qui vont être mis sur ces branches. On va écrire des mots-clés, ça veut dire que les élèves auront simplement à se focaliser sur des idées et non pas écrire des textes. Mais ça peut être déroutant aussi pour les élèves dans un premier temps, parce que c'est un exercice peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Aussi, on parle souvent d'un attrait pour réaliser des cartes mentales, car les cartes mentales peuvent être illustrées. Donc elles peuvent être illustrées par des codes, par des images, par des dessins que l'on va mettre. Alors c'est plus facile effectivement d'en mettre sur papier, mais quelquefois les logiciels le permettent, et les logiciels peuvent permettre de mettre aussi des liens que ne permet pas la carte papier, bien sûr. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est beaucoup utilisé pour la mémorisation, c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un fait une carte mentale, il va beaucoup mieux mémoriser les choses. Donc ça peut être utilisé par exemple à la fin d'un cours, où on va demander qu'est-ce que vous avez retenu du cours, et ça permet de voir qu'est-ce qui est mémorisé, ce qui n'est pas mémorisé, et à la fin justement compléter la carte mentale. Ça veut dire que tout ce qui a été mis, bon, ben, ça a déjà été mémorisé, et puis ensuite on complète pour apprendre le cours. Donc ça peut être aussi utilisé comme ça. Il y a des enseignants particulièrement du premier degré qui utilisent beaucoup comme ça.
C'est toujours plus facile, en tout cas, de s'approprier une carte mentale quand on l'a faite que quand on est lecteur. C'est aussi un élément à savoir. Alors, où trouve-t-on des tutoriels sur eTwinning France? Donc, il n'y a pas forcément, nous, on n'a pas de tutoriel en fait sur les applications numériques, mais effectivement, des tutoriels, ça peut se trouver sur Internet. Après, vous avez peut-être la volonté d'avoir un tutoriel spécifique à l'application que vous voulez utiliser. Donc là, c'est FraMindMaps de la société Framapad qui est gratuite. C'est une suite gratuite et française. Pour les tutoriels, en tout cas, vous ne trouverez pas ça sur etuning.fr. Ok, donc je te laisse continuer. Oui, donc on va continuer donc avec Google Forms. Donc Google Forms, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc un site qui va nous permettre de créer des formulaires, de créer des sondages, de créer des questions. Je vous montre ici. Alors ça a été réalisé dans le cadre d'un projet que je suis en train d'élaborer avec une collègue en Espagne qui s'intitule Exilios, Asilos y Auxilios. Donc sur la guerre civile. Donc on va de la guerre civile espagnole à la Seconde Guerre mondiale ici en France. Donc on s'intéresse plus à la Seconde Guerre mondiale et donc ce qui s'est passé donc ici en France et l'arrivée des républicains sur le sol français. Et donc, dans le cadre de ce projet, avec ma collègue, on a lancé une activité donc au tout début de l'année pour donc proposer un logo à notre projet. Si vous avez la possibilité de le faire, vous pouvez consulter le Padlet là, que j'ai mis à votre disposition. Donc, vous pourrez le consulter. Donc, c'est tous les logos qui ont été produits par mes élèves. Et il fallait choisir le meilleur logo. Et donc, ce sont donc, mes élèves français qui ont créé les logos et les élèves espagnols ont voté pour le meilleur logo. Voilà, je vous laisse regarder. Ici, en deuxième page, vous avez les résultats, le nombre de réponses et le logo qui a été sélectionné est celui que vous voyez ici en bas. Tu voulais nous montrer l'utilisation aussi de quelques outils? Google Forms? Moi, je pense que le mieux, ce serait de l'utiliser ensemble. Donc, normalement, vous avez ici sur cette page un questionnaire à remplir. Donc, si vous pouviez le compléter, hop, il est ici. Hop. Donc, allez-y, hein, je vous laisse vous connecter. Donc j'ai mis le lien sur le chat. Donc pour l'instant, nous n'avons que deux réponses. Tout à fait. Donc après, tu vas expliquer comment tu as fait. Hein, c'est pas effectivement Google Doc, mais c'est Google Form. Alors les Google formulaires sont assez faciles à faire. C'est comme ça que vous vous êtes inscrit aussi. Vous êtes allé sur un Google formulaire, donc vous aviez de toute façon déjà utilisé, ne serait-ce que pour vous inscrire à cette formation. Enfin, on trouve que c'est très pratique. Vous avez pu apercevoir dans le partage des résultats que ça faisait des graphiques automatiques, c'est-à-dire en fait les résultats, si ce sont des questions fermées, sont traités automatiquement et mis en histogramme ou en camembert. Enfin, ça dépend du type de question. Et donc c'est très rapide pour faire un sondage et en particulier dans les projets e-twinning de pouvoir faire des évaluations pour ses élèves, leur poser des questions et faire l'évaluation pardon du projet e-twinning à la fin. Vous allez pouvoir par exemple utiliser un Google formulaire. C'est souvent ce qui est utilisé pour récolter un petit peu les avis des élèves, savoir ce qu'ils ont pensé du projet, les activités auxquelles ils ont le plus accroché, essayer de leur faire prendre conscience des compétences qu'ils ont pu acquérir lors du projet. Donc voilà, faire une petite évaluation avec un Google formulaire, c'est possible, mais c'est aussi possible d'utiliser les formulaires pour des questionnaires d'enquête. Ou même les élèves entre eux, hein. Par exemple, dans le cadre du projet présenté, mes élèves ont créé donc un formulaire pour les correspondants espagnols, donc à partir d'une vidéo sur la guerre civile espagnole. Donc, ils ont sélectionné la vidéo sur YouTube et ils ont créé un formulaire en ligne, donc avec 10 questions
auxquelles les correspondants espagnols devaient répondre. Pour pouvoir accéder à un Google formulaire, il va falloir avoir déjà un compte Google, se connecter à Google Drive, et puis vous avez en fait un bouton nouveau et vous allez sélectionner non pas Google Doc mais Google Forms. Et une fois que vous avez sélectionné Google Forms, vous arrivez sur le formulaire sans titre que vous voyez là à l'écran. Et donc, je te laisse continuer. Oui, tout à fait. Donc, tout à l'heure, j'insistais sur la boîte Gmail. C'est intéressant parce que du coup, bon, moi, je vous parle de mes pratiques, hein. Je peux l'utiliser pour Prezi, pour Genially, pour Google Forms. Et puis, on n'accumule pas les codes qu'on peut oublier assez facilement. Donc, ici, vous allez mettre un titre, hein, le titre de votre choix, le titre de ce formulaire. Et vous allez choisir ici sur le côté, vous avez le choix, donc c'est soit des cases à cocher, comme vous avez ici, choix multiples. Et donc vous allez sélectionner hein, ce dont vous avez besoin et ajouter le nombre de questions de votre choix. Une précision en fait sur la différence entre choix multiples, cases à cocher. Donc les cases à cocher permettent de faire en sorte que il y ait plusieurs réponses qui puissent être données par ceux qui vont remplir le formulaire, qui vont le compléter. En revanche, choix multiples, on ne peut sélectionner qu'un choix parmi la sélection, les options que l'on va donner. Donc en fait, c'est extrêmement facile à faire, hein. Vous avez vu, simplement on choisit son type de question et on va remplir les questions, on va ensuite remplir les réponses. On va choisir le nombre de réponses, si c'était case à cocher ou choix multiple. Et donc c'est très rapide à faire et très simple. Alors, Oui. et pour le Padlet, comment s'y prend-on? Alors le Padlet, j'en ai mis un justement ici. Vous pouvez cliquer hein, sur le Padlet, vous verrez les différentes productions qui ont été réalisées par mes élèves. Alors moi, quand je rentre sur Padlet, hein, je passe par ma boîte Gmail. Et ensuite, vous suivez hein, les étapes, elles sont vraiment faciles. Alors attention, Padlet devient payant. La version gratuite est limitée à 3 Padlets maintenant. Tu voulais aussi peut-être nous faire voir à Mindmaps. Vous allez voir que c'est simple d'utilisation. Si vous pouvez le faire en même temps que moi, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ah, très bien. Donc vous avez vu, on peut déplacer les choses comme on le souhaite. Ah, donc l'idée principale, elle est là. Oups, je déplace ici. D'accord, donc je vais écrire ici mon idée principale. À partir d'ici, je vais ouvrir des branches, différentes branches. Alors voilà, je suis en train de faire un test avec vous sur nos outils là à l'instant présentés. Hop, on va commencer avec Prezi. Je vais ouvrir une autre branche. Vous voyez que c'est une autre couleur qui apparaît. Donc cette fois-ci, Geniali. Donc hop, à partir d'ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on peut créer des présentations. Je continue avec la carte mentale que nous voyons ici. Hop, et Google Forms. Oh, pardon, c'est parti. Hop, il faut bien. Alors, ici, je peux faire disparaître, hein. Je peux l'enlever, je peux la couper. Hop, voilà. Je reviens. Alors, c'est sur la même branche, hein. Je vais ouvrir une autre branche donc pour le Google Forms. Donc on voit effectivement que c'est assez facile à construire aussi.
Bien sûr, tout à fait. Voilà. Donc ici sur le côté, vous avez le contrôleur pour la taille de la police, le style de police, la couleur de police, la couleur des branches que vous pouvez changer. Vous pouvez revenir comme je l'ai fait et couper un élément, l'effacer, l'ajouter. Voilà, c'est vraiment simple d'accès, c'est très rapide. Voilà. Alors c'est là où on peut comparer un petit peu l'utilisation des cartes mentales entre papier et numérique. Au niveau d'une carte mentale papier, si on commence à mettre des idées et après on veut changer les choses, ça devient très compliqué bien sûr. Il faut gommer, il faut, enfin voilà, donc c'est assez compliqué. Il faut éventuellement refaire la carte mentale. Alors que quand vous êtes sur informatique, vous pouvez tout à fait très facilement modifier votre carte mentale et l'ajuster jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous souhaitez. Après, c'est vrai que quelquefois, ça peut être, alors ça peut être bien vu à l'écran, quelquefois ça peut être un peu décevant si vous voulez l'imprimer. C'est un petit peu, enfin, les écritures vont être peut-être petites ou, enfin, ce sera un peu moins attrayant, on va dire, sur le format papier. C'est plutôt fait pour être mis sur un format en ligne informatique. Après, ce qui est intéressant ici, c'est que effectivement, on peut l'imprimer et les élèves peuvent faire des dessins, hein, peuvent dessiner, on peut tout faire, hein. Ah, peut-on partager la présentation Framainma? Oui, alors le truc que je viens d'utiliser, là, on ne peut pas le partager parce que c'est visible uniquement sur l'écran sur lequel vous êtes en train de travailler. Il n'y a pas de compte, on ne peut pas l'envoyer, sauf si on fait une capture d'écran. Mais non, c'est pas un lien qu'on envoie, on peut pas le partager, non. En revanche, Padlet, oui, hein, on peut partager, hein. Je lis un peu la conversation. On peut partager Padlet, hein. Alors, première question, quelle traçabilité? Donc on peut toujours effectivement, comme c'est un lien informatique, on peut toujours le partager, donc voir ce lien. On peut toujours faire une capture d'écran si on veut vraiment faire quelque chose de plus fixe, on va dire. Euh, donc oui, c'est quelque chose qu'on peut partager malgré tout. Une question sur d'autres outils. Quel outil pour communiquer efficacement avec les collègues d'un projet e-twinning? Si vous souhaitez communiquer à partir du projet que vous êtes en train de réaliser, il y a une salle des professeurs. Il y a une salle des professeurs à laquelle vous pouvez accéder et les élèves n'ont pas accès à cette partie où vous pouvez échanger et puis programmer des évaluations à venir. Alors, ce qui est intéressant aussi sur eTunic Live, c'est qu'on peut créer des vidéoconférences. Moi, c'est comme ça que j'ai pu donc faire connaissance avec mes collègues, de les voir, hein, comme vous nous avez vu en début de cette formation. C'est toujours plus agréable de voir ses collègues, donc voir les collègues avec qui on travaille. Et voilà, donc si vous avez la chance d'aller plus loin, effectivement, d'organiser des voyages comme j'ai pu le faire et rencontrer en vrai les collègues du projet, c'est toujours intéressant. Alors, pour la salle des professeurs, est-ce que c'est le teacher bulletin sur le TwinSpace? Sur la page d'accueil du TwinSpace, vous avez effectivement la salle des profs. Et en fait, c'est comme une sorte de petit blog où on peut s'échanger des messages. C'est à côté en fait d'un autre espace qui permet de communiquer sur son projet, le journal du projet. Donc à côté du journal de projet, on a un espace réservé rien que pour les enseignants. Donc pour l'échange entre les enseignants, donc effectivement, comme tu l'as dit Nacera, on peut utiliser des outils du TwinSpace et en particulier la visioconférence. Après, on peut co-construire des choses, rien n'empêche d'utiliser des applications externes avec par exemple un Google Doc, hein, tout simplement. Vous avez à construire un projet, à construire une activité, vous pouvez tout à fait ouvrir un Google Doc et le partager avec les autres enseignants.
Vous avez aussi à l'intérieur du Swingfest une messagerie interne, mais entre les enseignants, c'est assez rarement utilisé. C'est plutôt la messagerie personnelle qui est utilisée. Alors j'espère que ces outils vous ont plu. Enfin, en tout cas, les activités, j'espère qu'elles vous ont semblé intéressantes. Alors moi, je suis inscrite sur la plateforme depuis maintenant quelques années. Et au fil des années, eh bien, je me rends compte que si les activités ne sont pas collaboratives, c'est pas intéressant pour nos élèves, que ce soit donc pour nos élèves hein, et les correspondants, parce qu'il faut vraiment créer une collaboration. Il faut que ce soit des projets, des activités qu'ils vont mener ensemble. Voilà. En tout cas, si vous le souhaitez, hein, sur eTwinning, sur la plateforme, vous pouvez me retrouver donc en tapant Nassera Dabi. Je vais vous donner ici mon prénom et mon nom que vous pourrez retrouver. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez que je partage avec vous des activités ou si vous souhaitez monter un projet avec moi, ce sera avec grand plaisir. Très bien, donc on arrive donc à la fin de ce que tu voulais présenter. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.